Merci à vous tous d'être venus ce soir pour effectivement cette conférence sur une thématique qui, me semble, est extrêmement importante parce qu'elle recouvre beaucoup de nos discussions actuelles et parce qu'elle prend sa source peut-être dans un paysage qui nous est assez peu familier finalement, qui est le Moyen-Âge. Donc le titre de cette conférence, c'est « Aux sources de notre modernité, la révolution nominaliste ». Parce qu'il y a quelque chose qui nous entoure, il y a quelque chose qui nous fait penser, et c'est mieux qu'une chose, c'est mieux qu'un nom, c'est mieux même qu'une personne, c'est la modernité. Et je parlerai d'elle au singulier parce que nous pressentons tous instinctivement que malgré tous ces aspects, elle a quelque chose d'indépassable. C'est comme une voix singulière qui se fait entendre parmi les chants les plus nostalgiques, parmi les discours les plus avant-gardistes. En fait, on pourrait reprendre un peu ce que disait La Fontaine dans Les animaux malades de la peste, et ils n'en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Et alors, qu'est-ce que la modernité? Je vais tenter de la cerner en recherchant une de ses principales causes philosophiques, parce que nous baignons dans cette modernité. Il peut être décourageant en fait d'en rechercher la première goutte d'eau. Alors je vais développer cette thèse que l'évolution vers notre modernité, elle a quelque chose d'inévitable à partir du Moyen-Âge. Alors d'abord, ce que je vous propose, c'est d'essayer de remonter la pente de la modernité. Alors, à quand remonte notre modernité actuelle pour nous Français? Notre modernité, est-ce qu'elle apparaît, par exemple, lorsque l'on affirme pour la première fois que, entre guillemets, c'était mieux avant, qui est un refrain que l'on entend largement aujourd'hui. Alors d'abord, je vais juste m'attarder sur quelques dates que l'on peut entendre souvent pour déterminer le commencement de la modernité, uniquement dans le cadre du XXe siècle, pour vous donner peut-être une première approche avec laquelle vous êtes un peu plus familier. Parce que de nombreuses dates ont été proposées pour le XXe siècle. On a pensé à 1914 évidemment, 1917, la révolution communiste, le siècle des totalitarismes, 1945, en France on a souvent parlé de 1981, on mentionne évidemment fréquemment 1968, sa révolution sexuelle et il est interdit d'interdire. Et il est vrai que les années 60, elles jouent un rôle de révélateur de la lente évolution de ces plaques tectoniques. Alors pour le catholicisme, on sait qu'une rupture est enclenchée au milieu des années 60, tant en France que dans les pays anglo-saxons. Guillaume Cuchet, un sociologue, a consacré un essai récemment qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement », et il voit dans le changement de priorité, dans le discours où on se concentre moins sur le péché individuel, sur l'enfer et les fins dernières, où on se concentre moins sur le sacrement de la confession. Donc il voit dans ce changement de discours ce qui a favorisé une cause majeure de l'effondrement de la pratique religieuse catholique. Vous savez, de nombreux prêtres, de très nombreux prêtres ont quitté leur ministère dans les années 60. Et au même moment, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'au même moment, dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un mouvement similaire s'enclenche. Donc, on a un affaiblissement qui est lié à un affadissement en fait, du message religieux, et en fait, tout cela, c'est une préoccupation chrétienne qui a 2000 ans. Un autre événement souvent nommé, bien sûr, c'est en 1974, la loi date de 1975, la loi donc dépénalisant l'avortement pour la France, y compris jusqu'à terme pour les handicapés mentaux. Donc c'est cette loi Veil qui va finalement être peu contestée, y compris par les catholiques français, au regard de l'expression forte de condamnation qu'en donnait le Concile Vatican II, quelques années avant, qui parlait d'un crime abominable.
Et tout ça, ça participe de cet avènement de la modernité presque, disons, avec insuffisamment d'obstacles. Et cette loi Veil, elle résonne évidemment avec l'arrêt, pour faire toujours la comparaison avec les pays anglo-saxons, avec l'arrêt Roe v. Wade de la Cour suprême des États-Unis en 1973. Peut-être que même on peut penser, et c'est notamment une thèse qu'avait développée, vous savez qu'il vient de mourir récemment, Patrick Buisson, lui pensait que la rupture anthropologique avait déjà eu lieu dans les années 60 avec l'autorisation pour la France de la contraception chimique, alors que le général de Gaulle donc, était président, parce que le gouvernement avait décorrélé l'acte sexuel de la reproduction ayant lieu dans le cadre du mariage. Donc voilà. Alors en musique, pour parler de sujets peut-être un peu plus légers, c'est vrai qu'on pourrait remonter avant l'avènement de la modernité. On pourrait le voir par exemple avec l'apparition du rock'n'roll à la fin des années 40, au début des années 50. On pourrait le voir dans la musique classique avec un disque un peu phénomène qui était apparu, je crois que c'est en 1955, c'est les variations Goldberg de Glenn Gould. Quelque chose qui a beaucoup marqué les amateurs de musique classique. C'est une sorte de réinterprétation très personnelle de Bach. Et en peinture, bien sûr, l'émergence de l'art abstrait, de l'impressionnisme, etc. Et ça, on va un peu y revenir. Alors, je dirais que penser la modernité, c'est tenter de se définir dans son époque, mais ça va bien au-delà. Parce que d'abord, l'apparition même du mot en français, qui date du Moyen-Âge tardif, le mot modernité, il apparaît à partir du XIVe siècle. Et là, ce sera un peu notre point de départ. Parce que la modernité, elle se conçoit comme une prise de référence par rapport au présent. Mais étymologiquement, elle s'entend comme une modération, comme être mesurée. D'ailleurs, Rémi Brague, qui est un essayiste très fameux, va lui parler un titre d'un de ses essais, c'est Modérément moderne. Vous voyez, la modernité, c'est une modération, modérément moderne. Il va appeler ça les temps modernes ou l'invention d'une supercherie. Donc, on a un présent qui est entre le passé qui n'est plus et l'avenir qui n'est pas encore, qui nous situe et qui nous offre un repère, une sécurité. Et cette conception, entre guillemets, modérée de la modernité, on peut dire qu'elle est désormais loin de nous. Parce que le premier paradoxe vient ainsi de ce que la conception largement prévalente parmi les critiques et nombre de laudateurs de la modernité aujourd'hui, c'est celle d'une déconstruction, d'une perte de repères et de mesures. On parle d'un mot qui va résonner, on parle d'une décadence, pour évidemment les contempteurs, d'un déclin ou alors d'un progrès inéluctable. En fait, la modernité, ça serait comme une sorte de train qu'on n'arrête pas, une sorte d'hubris, pour le meilleur, pour le pire, ça dépend de votre point de vue. Alors, toujours dans cette phase de définition, je parlais du c'était mieux avant. Alors, peut-on percevoir la modernité par le, entre guillemets, c'était mieux avant? Je ne pense pas. Je m'explique. On perçoit immédiatement ce qu'un sentiment de perte de boussole a commun dans l'histoire de l'humanité. Parce que comment ne pas penser, par exemple, aux révolutions américaines, françaises, de la fin du XVIIIe et à leurs conséquences. Vous voyez, Chateaubriand, quand il pensait à ça, il parlait déjà de décadence. Il disait, je le cite, le vieil ordre européen expire, nos débats actuels paraîtront des luttes puériles aux yeux de la postérité, il n'existe plus rien, autorité de l'expérience et de l'âge, naissance ou génie, talent ou vertu, tout est nié. Vous voyez, si le bonheur est une idée neuve en Europe au XVIIIe siècle, comme le dit Seyès, le pessimisme à propos d'une situation émergente, moderne, ne date donc pas d'hier. Et a raison, parce que, vous savez, il est devenu fréquent d'établir comme la pire année de l'histoire de l'humanité, non pas l'année 2024, mais l'année 536 après Jésus-Christ, quand une éruption volcanique va provoquer une baisse brutale des températures de 1,5 à 2,5 degrés, lorsque l'Europe, le Moyen-Orient, une partie de l'Asie vécurent presque sans soleil
Et donc ça va engendrer une perte des récoltes, ça va amener à une famine généralisée. Et quelques années plus tard, on va avoir la peste de Justinien qui va bouleverser l'Empire byzantin et qui reviendra par vagues pendant 2 siècles. Donc, après, on peut penser aussi à l'irruption de la peste, à la fin du Moyen-Âge. Là aussi, on va y revenir en Europe pour ses conséquences que ça va avoir, notamment avec le nominalisme, ou l'année 1942, j'évoquais le XXe siècle. Ça aide tout ça à faire comprendre que vivre dans une modernité en crise, ça date pas d'hier. Et que ce concept peut décrire des situations profondément dramatiques avec un sentiment d'abandon et une perte de repères intense. Beaucoup d'événements tragiques. Je parlais dans l'introduction de La Fontaine, des animaux malades de la peste, mais beaucoup d'événements tragiques comme les épidémies nous font perdre tout sens commun. Une autre citation à laquelle je pensais, c'est celle d'une citation fameuse de Thucydide quand il décrivait l'épisode de la peste d'Athènes en 430 avant Jésus-Christ. Voici ce qu'il disait. On les voyait, moribonds, se rouler au milieu des rues et autour de toutes les fontaines pour s'y désaltérer. Les lieux sacrés où ils campaient étaient pleins de cadavres qu'on n'enlevait pas. La violence du mal était telle qu'on ne savait plus que devenir et que l'on perdait tout respect de ce qui est divin et respectable. Vous voyez ? Un sentiment qui ne date pas d'hier. Alors oui, c'était mieux avant. C'était mieux avant 536, après Jésus-Christ. C'était en 535. Oui, c'était mieux avant, le sentiment d'exil et d'abandon qui, dans l'Ancien Testament, est celui du peuple hébreu. C'était mieux avant l'hubris, du veau d'or. C'était mieux avant le péché originel. Au regard de toutes ces crises, la piste du « c'était mieux avant », elle signe difficilement l'arrivée de notre modernité actuelle. Alors, tentons d'approcher un Français d'aujourd'hui qui a contracté le virus de la modernité. Alors, je passerai sur les avancées technologiques à notre disposition pour insister sur la conception du monde de ce Français, de la réalité qui l'entoure. Et ce Français, ce sera moi, un peu plus jeune, en l'an 2000. Je regardais il y a quelques semaines un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Le Sixième Sens de Night Shyamalan, qui est sorti en 99. Et l'histoire, c'est... Alors je vais vous révéler l'histoire, désolé. C'est celle d'un psychologue qui rencontre un enfant et qui affirme, cet enfant, voir et parler à des morts. Et la révélation, évidemment, c'est que l'enfant n'est pas fou et que le psychologue est, lui, déjà mort, mais entre deux mondes. L'enfant a accès à une réalité qui dépasse celle de nos sens physiques, qui, aujourd'hui, croit qu'une réalité métaphysique existe dans son quotidien. En tout cas, pas moi, quand j'avais 18-19 ans, en l'an 2000, je me souviens être entré dans la librairie Gilbert-Joseph, boulevard Saint-Michel, à Paris, donc, et être passé devant un livre qui était à l'époque un best-seller qui s'appelait Enquête sur l'existence des anges gardiens de Pierre Jovanovic. Moi, j'avais souri, j'avais haussé les épaules, et je me disais en moi-même, j'étais athée à l'époque, je n'ai été baptisé qu'en 2016, comment on peut acheter des bêtises pareilles. Et le livre, c'était manifestement un best-seller, et repassant souvent dans cette librairie, j'étais étudiant à la Sorbonne, j'avais fini par l'acheter, mu par une curiosité. Je me disais, mais comment on peut écrire autant de pages sur un sujet aussi diffus, aussi fantasmagorique? Et j'étais, sans en avoir conscience, pour le dire un peu comme Arthur Rimbaud, qui a cette expression, j'étais absolument moderne. Et j'ai bien sûr pas été entièrement convaincu en refermant le livre, mais j'avais ouvert mon esprit à une autre réalité, dépassant celle de mes sens immédiats. Pourquoi est-ce important? Parce que, et pour citer Rémi Brague, là encore, quand il s'interroge sur la modernité, il dit « Les anges, pour la vision du monde médiéval, ont une place tout à fait déterminée dans le schéma intellectuel de l'être. La disparition des anges est bien un des marqueurs de la modernité. À la fin du Moyen-Âge, ils vont commencer par devenir superflus, voire embarrassants. Comme le développe Saint-Augustin, si vous voulez, les hommes, animaux rationnels
et mortels se situent au-dessus de la bête, qui sont des animaux irrationnels et mortels, et en dessous des anges, qui sont des êtres rationnels et immortels, qui sont capables de communiquer avec les hommes. Donc, chasser les anges de son monde, puis les ignorer, puis ne même plus y penser, c'est alors se passer d'une de ces catégories qui encadrent l'ontologie, c'est-à-dire l'essence de l'homme. Cette chasse à l'ange, elle vaut en fait chasse à l'homme. Cette atteinte à l'ordre surnaturel, elle illustre la concentration qui s'opère sur le monde des réalités physiques et mesurables, comme si il encadrait à lui seul ce monde des réalités physiques et mesurables, définitivement la vérité. Alors, c'est ma thèse de ce soir, si l'on devait rechercher une cause majeure de cette représentation du monde, elle serait à chercher dans le nominalisme. Ce mouvement philosophique, il fournit une clé de lecture importante pour comprendre pourquoi nous devions en arriver à notre modernité et comment la définir autrement que par une série d'exemples. Pour les tenants d'une décadence, le nominalisme constituerait un peu l'impulsion en haut du toboggan. Pour les tenants d'une idéologie plus progressiste, plus moderniste, on va dire, ce serait un peu une force qui va, pour reprendre l'expression de Victor Hugo. Il y a une façon de parler du nominalisme qui serait un peu celle de Flaubert quand il s'amusait du jansénisme dans son dictionnaire des idées reçues. Flaubert disait le jansénisme, personne ne sait ce que c'est, mais c'est très chic d'en parler. Et ça génère encore beaucoup de débats, le jansénisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'être janséniste, est-ce que Pascal était janséniste, etc., etc. Vous avez encore aujourd'hui, tout récemment, beaucoup de débats qui se sont ouverts là-dessus. Et donc, on pourrait dire que le nominalisme, c'est un peu comme ça, parce qu'il y a assez peu d'auteurs qui se revendiquaient textuellement être nominalistes. C'est un terme en fait qui apparaît au XVe siècle, hein, le nominalisme. Donc, pourtant, cette question du nominalisme, elle couvait depuis Platon. Et on pourrait l'illustrer par une question qui est d'une désarmante simplicité. Qu'est-ce qu'une table? Alors, un enfant de 8 ans peut y répondre sans crainte de déclencher une bagarre générale dans la cour d'école. Mais pour un adulte, c'est autrement plus périlleux. Parce que nous sommes tous d'accord qu'il existe différentes sortes de tables. Il existe des tables rondes, carrées, plutôt ovales, etc. Mais qu'est-ce qui fait leur unité? Au fond, y a-t-il une table, déjà, ou des tables sans réelle unité? Alors, pensons à un triangle. Tout triangle qui est dessiné sur Terre sera, d'une façon ou d'une autre, imparfait. Alors, est-ce qu'il existe un modèle de triangle ne dépendant pas de l'expérience, mais de la raison? Ce modèle de triangle, on pourrait dire, dans une définition, qu'il a 3 côtés, dont les angles font une somme de 180 degrés si on se place dans un espace euclidien. Et est-ce qu'il existe réellement en dehors de notre esprit? Ou, on peut même élargir la question, est-ce que le nombre 4 a toujours existé, avant même qu'il y ait des êtres humains qui existent? Cette question, c'est une question très ancienne, et elle prit véritablement son envol à partir du XIe siècle, à l'occasion de la redécouverte progressive des œuvres d'Aristote. Alors, l'œuvre qui va servir de déclencheur, c'était une introduction aux catégories d'Aristote, l'Isagogée de Porphyre, vers 270 après Jésus-Christ. Et c'est une traduction latine qui va être largement utilisée par les universités, qui commençait à se structurer 9 siècles plus tard, à partir du XIIe siècle, hein, qui va enclencher ce mouvement. Alors, en fait, en 2 phrases, qui déclarent ne pas vouloir se plonger dans la question de l'existence du genre et de l'espèce, donc dans la question même qui va faire polémique, la violente, ce qu'on va appeler la querelle des universaux, je vais y revenir, fut lancée. Et elle dura dans cette forme jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et un auteur nous dit les partis opposés furent plus fermement ancrés dans leur position
que s'ils avaient été des adversaires politiques. Pourquoi? Parce que l'enjeu était encore plus important que de savoir quel dirigeant on aurait. C'était un enjeu fondamental. Et aujourd'hui, cette querelle, elle continue entre ce qu'on appelle les réalistes métaphysiques et ceux qui s'y opposent, les nominalistes. Et donc, une telle intensité, elle est peu explicable si on aborde cette question que sous son point de départ, qui était une dispute en fait de grammairiens, que recouvrent les genres et les espèces, comment en parler, mais elle va immédiatement déborder sur une querelle logique, puis métaphysique, puis théologique. Alors, dans le toboggan nominaliste, comme je disais, l'accélération, elle se fait réellement sentir à partir de la fin du XIIIe siècle, lorsque Thomas d'Aquin va mourir en 1274. Sa théologie scolastique, elle est largement fondée, donc vous le savez, sur la somme théologique, et elle repose sur la philosophie d'Aristote, dont les textes deviennent, eux, largement disponibles et commentés, et cette philosophie de Thomas d'Aquin, elle fait l'objet de contestations, notamment de la part des franciscains. Thomas d'Aquin, donc, est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on appellerait aujourd'hui, un réaliste métaphysique. Et qu'est-ce que c'est? Alors, imaginons qu'il y ait deux tables rouges. C'est parce qu'il existe, nous dit le réaliste métaphysique, en chacune des deux tables, une propriété, la rougeur, identique pour chacune des tables. Donc cette propriété, c'est ce qu'on appelle un universel, et elle peut être possédée en même temps par une multitude d'objets ou de personnes. L'ensemble, par exemple, pour prendre un autre exemple que la rougeur, l'ensemble des propriétés géométriques qui caractérisent un triangle, elle n'existe pas dans le monde matériel, tandis que son incarnation au sein de différentes réalités matérielles existe. La triangularité, pour dire comme ça, ou la rougeur, elles existent de façon abstraite, elles ne sont pas matérielles, et elles peuvent s'incarner dans une réalité matérielle distincte. Donc, il y a bien un triangle en bois et un triangle en acier. Ça remonte à une triangularité. Comme il y a une table rouge et une Ferrari rouge, ça remonte à la rougeur. Vous voyez? Et cette perspective, on va dire, est une perspective aristotélicienne. Elle semble dangereuse aux tenants d'une théologie qui va prioriser, qui va mettre en avant la révélation biblique. Et ils peuvent s'appuyer sur une contestation de la doctrine aristotélicienne qui est rejetée notamment parce qu'elle est... Il faut bien voir que nous sommes vraiment dans dans des siècles intenses au niveau de la vie intellectuelle, et contrairement à l'idée évidemment bateau qu'on a depuis longtemps réfutée du Moyen-Âge comme un âge sombre, etc. On est vraiment dans un siècle de très haute densité intellectuelle. Et donc, on a une contestation de cette doctrine d'Aristote qui est redécouverte. Pourquoi? Parce qu'elle a été redécouverte en partie par des penseurs musulmans. Et en 1277, Thomas d'Aquin est mort depuis 3 ans, certaines propositions qu'on peut assimiler à la doctrine de Thomas d'Aquin, elles vont être condamnées par l'évêque de Paris, qui s'appelle Stéphane Tempier, ou Étienne Tempier, comme vous voulez, et par, en même temps, la même année, l'archevêque de Canterbury. Alors, avec la mort de Thomas d'Aquin, avec la condamnation de 1277, la descente sur le toboggan nominaliste, elle est définitivement enclenchée. Notre rapport à la réalité va changer en profondeur, d'où l'intensité de la querelle. Rien ne peut être plus éloigné de la réalité que de croire que nous avons là un débat sur le sexe des anges, comme on dit aujourd'hui, pour parler d'un débat philosophique totalement incompréhensible et sans conséquence. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de voir émerger, par contraste avec la doctrine scolastique, à son apogée avec Thomas d'Aquin, c'est de voir émerger la pensée de Guillaume d'Occam. La figure de Guillaume d'Occam, elle va permettre la cristallisation de ce qu'il convient d'appeler, avec
avec Alain de Libera, qui est un professeur spécialisé dans la philosophie médiévale, professeur au Collège de France, une révolution, ce qu'il appelle la révolution occamiste, Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, il n'a jamais connu Thomas d'Aquin. Il est né un peu après, il est né aux environs, à peu près vers 1285, et il fait ses études à Oxford. Alors, quelle est la pensée de Guillaume d'Occam? Reprenons l'exemple de la table rouge. Si deux tables sont rouges, on pensait que c'était parce qu'il existait une rougeur à laquelle rattacher ces deux tables. Occam ne croit plus à ça. Il pense qu'il n'y a plus de propriété réelle qui est partagée par une pluralité d'individus. Propriété réelle, la rougeur, partagée par une pluralité d'individus, les tables. Dire une table, c'est employer un nom commun qui représente toutes les tables, mais elles n'ont plus de généralité. Elles partagent seulement un nom et des caractéristiques communes. Il n'y a plus d'objet abstrait. C'est l'émergence d'une singularité qui est radicale, qui ne passe que par un signe, qui est sorti d'un concept mental. En ce sens, nous dit Alain de Libera, on peut dire qu'Occam est nominaliste. Je disais qu'il n'y avait pas vraiment de définition à l'époque de ce qu'était un nominaliste. Occam ne se définit pas comme un nominaliste. On peut dire donc, nous dit Alain de Libera, que Occam est nominaliste, car il va de soi qu'une telle doctrine du nom comme signe, elle implique la réduction des espèces et des genres à de simples noms communs. Tout cela, ce ne sont plus que des noms. Et l'idée d'Occam, elle est fondamentale, et ce n'est pas une simple contradiction, si vous voulez, avec le point de vue thomiste. Ce n'est pas quelque chose pour faire beau. C'est vraiment quelque chose qui a valu à Occam beaucoup de réprobation et aussi beaucoup d'admiration, et à laquelle il s'est largement tenu. Et d'où ça sort en fait cette idée? Cette idée, et les historiens des idées sont d'accord avec maintenant, ils ont bien discerné ça, cette idée du nominalisme porté par Guillaume d'Occam, ça découle en fait de façon irrésistible de sa perception de l'omnipotence de Dieu. On a une théorie nominaliste qui va être enclenchée par une discussion théologique. La question, c'est donc celle de la limite de l'omnipotence de Dieu. Vous savez, il y a une question qui revient à dire, Dieu peut-il créer une pierre suffisamment lourde pour qu'il ne puisse la soulever? Et c'est une question traditionnelle, un peu facile, que même des athées aujourd'hui peuvent vous poser. Aussi. Et elle se résout facilement par la définition de l'omnipotence comme étant une toute-puissance, non pas étant comme une toute-puissance absolue, mais comme étant une toute-puissance uniquement possible en cas de non-contradiction interne. Dieu ne peut pas faire qu'un carré dans un espace euclidien ait trois côtés. Ça serait une contradiction interne. Donc, Occam, il creuse la question. Et il se dit, il voit dans les universaux, donc dans la rougeur de la table, une limite qui serait imposée à la toute-puissance de Dieu. Puisqu'il y a des objets qui seraient dans une sorte de troisième monde, le monde des idées, pour reprendre la pensée de Platon, est-ce que finalement ça ne limiterait pas la puissance, l'omnipotence de Dieu? Et c'est sa thèse. Et Guillaume d'Occam va dire, Dieu ne peut être limité par sa création. D'où, dans son esprit, l'existence d'êtres particuliers, d'êtres individuels, qui ne se rattachent pas à un ordre supérieur. Et tout cela, c'est la naissance explicite d'une autre relation à notre réalité, un autre regard sur notre ontologie, qui s'attache à l'essence des choses et des êtres individuels. La façon de découvrir ces êtres est donc moins par la logique et le raisonnement, mis en avant par les thomistes, c'est-à-dire par le syllogisme, l'ancien syllogisme, celui d'Aristote, que par la perception. Vous voyez? Entre Dieu et le monde, il n'y a plus d'intermédiaire nécessaire. C'est-à-dire d'intermédiaire ne pouvant pas ne pas avoir existé.
Ça serait la rougeur. La rougeur ne pourrait pas ne pas avoir existé. Il n'y a plus en fait que des réalités dans l'esprit de Guillaume d'Occam, des réalités contingentes, c'est-à-dire qui auraient pu ne pas avoir existé. Nous sommes contingents, nous aurions pu ne pas avoir existé. Dès lors, chacun peut percevoir par son interprétation subjective la réalité perçue. Occam est donc bien nominaliste, parce que finalement, chacun peut donner un nom qui lui est propre à sa réalité perçue. Et vous voyez peut-être déjà où on va en venir dans la modernité. Cette querelle, donc, sur l'omnipotence de Dieu, elle conduit à une redéfinition des capacités de Dieu qui, en théorie, donc, est donc beaucoup moins limitée. Il pourrait faire, par pure volonté, qu'une chose mauvaise devienne bonne, puisqu'il n'y a plus de choses mauvaises, toujours mauvaises en théorie. Ce que le catéchisme de l'Église catholique appelle des actes intrinsèquement mauvais. En théorie, les 10 commandements, si on suit cette logique, ils pourraient changer du tout au tout, du jour au lendemain, selon la volonté de Dieu. L'homme est en théorie à la merci d'un Dieu capricieux. C'est la vieille querelle, le vieil dilemme en fait, le vieux dilemme de Tifron, vous savez, c'est Dieu veut-il quelque chose parce que cela est bon, ou est-ce que la chose devient bonne parce que Dieu le veut? Vous voyez, ça c'est le vieux dilemme de Tifron, qui est un dilemme antique, hein, platonicien. Et Guillaume d'Occam, lui, il va privilégier la deuxième option. Il va dire la chose devient bonne parce que Dieu le veut. La bonté de la chose, elle est liée à la volonté et donc possiblement à l'arbitraire de Dieu. Et Thomas d'Aquin, il va dire non, c'est pas un dilemme, il n'y a pas 2 options. En fait, c'est un faux dilemme, il y a 3 options, et l'alternative, c'est de dire une chose est bonne à cause de notre nature, laquelle n'est pas arbitraire, puisqu'elle est le reflet de l'Esprit divin. Donc, les nominalistes, ils en viennent à attacher une grande importance à la révélation, et moins au développement scolastique, thomiste, puisque Dieu devient très difficilement connaissable en dehors de la révélation. Occam va mourir en 1347, et à partir de là, on va voir se diffuser une sorte de ce qu'Alain de Libera appelle une vulgate nominaliste. Et ce réalisme, le réalisme métaphysique, lui, si vous voulez, il soutient que les choses, elles existent indépendamment de notre perception, donc de notre langage, de notre esprit. Le nominalisme soutient le contraire. Et pour un nominaliste, par exemple, le nombre 4, il n'existe pas indépendamment de notre esprit. On a en fait une opposition entre ce qu'on pourrait appeler l'objectivité, qui est indépendante de nos opinions personnelles, et la subjectivité qui dépend du sujet. Et le nominalisme, il va glisser lentement depuis un toboggan débutant au sommet d'une cathédrale philosophico, donc théologique. L'élan pris au XIVe siècle, il est difficilement résistible. Il y a un historien des idées récemment qui l'a ainsi décrit, qui s'appelle Gillespie. Il a dit « Le fossé entre l'homme et Dieu s'est largement accru. Dieu ne pouvait plus être compris ou influencé par les êtres humains. Il agissait en liberté et était indifférent aux conséquences de ses actes. Il imposait des règles pour leur conduite aux hommes, mais il pouvait les changer n'importe quand. La conséquence majeure, c'est que cette conception de Dieu, elle détériore la relation personnelle que l'homme entretient avec Dieu dans la prière, elle détériore la définition de Dieu comme amour. Dieu donc veut notre bien, mais une chose intrinsèquement bonne, elle peut devenir en théorie intrinsèquement mauvaise le lendemain. Dans le même élan, d'ailleurs, les nominalistes en viennent à s'opposer à certains aspects du dogme de l'Eucharistie. Et donc la philosophie nominaliste, Guillaume d'Occam, tout ça, ok, ça aurait pu n'être qu'une passade. Après tout, certaines composantes de la philosophie nominaliste s'étaient apparues déjà dans l'Antiquité, et pendant 1000 ans, ça s'était réendormi, j'ai envie de vous dire, tranquillement. C'était des théoriciens du nominalisme, comme
avant Guillaume d'Occam, Pierre Abélard, dont vous connaissez peut-être l'histoire avec Héloïse et Abélard, hein, vous connaissez cette histoire entre guillemets pré-romantique. En fait, la mort de Thomas d'Aquin, comme je le disais, elle a autorisé la contestation. Et la canonisation de Thomas d'Aquin en 1323, elle ne va rien y changer. Pourquoi? Je pense que c'est parce que au XIVe siècle, cette révolution nominaliste, elle va bénéficier d'un appui de circonstances avec la propagation de la peste noire, que j'évoquais un peu en début. Hein, donc, à la fin des années 1340, on a une peste qui va se développer en Europe, qui va tuer au minimum un tiers de la population européenne. Hein, ça débarque à Marseille et ça se propage comme une traînée de poudre dans toute l'Europe. On a aussi, donc dans cette Europe qui est jonchée de cadavres, on a le début évidemment de la guerre de 100 ans, hein, en 1336. On a une papauté qui va se trouver séparée, hein, à Avignon, et puis on a tous ces éléments, et je dirais, comment l'idée d'un Dieu éloigné, d'un Dieu peut-être capricieux, voire potentiellement vengeur, comment dans ce contexte-là, historiquement donc, comment elle ne pouvait pas gagner du crédit. La révolution nominaliste, elle était définitivement lancée. Notre modernité européenne, elle a commencé au XIVe siècle. Alors, parler de révolution, ça peut sembler un peu emphatique. Mais pourtant, cette impulsion nominaliste, elle fut à l'origine d'une discussion pied à pied des principes aristotéliciens qui régissaient notre vision du monde. En se penchant sur les écrits d'Aristote, au Moyen-Âge, les savants vont finir par s'apercevoir des contradictions dans les écrits d'Aristote. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Quand les rustines qu'on va poser de ci, de là ne vont plus tenir, ben, il va falloir changer de système. Et donc, on va essayer. Et tout cela, ça va faire que, ben, aujourd'hui, si vous parlez du thomisme ou de réalisme, entre guillemets, métaphysique dans la rue, ben, si vous vous opposez à la vision nominaliste, ben, on va vous regarder bizarrement. Hein. Le nominalisme, c'est un point de passage obligé dans l'invention de ce qu'on appelle aujourd'hui l'individualisme, hein, et de la sécularisation occidentale. Un autre historien des idées, qui s'appelle Jean Grondin, il dit, pour lui, que la conception nominaliste, elle a fini lentement mais sûrement par triompher dans la modernité au point d'éclipser totalement l'autre vision de l'existence. Cette conception de l'existence pénètre de part en part la science de la modernité et il n'est pas surprenant qu'elle ait dominé sa pensée, que l'on peut dire, entre guillemets, politique, où la prééminence de l'individu s'impose de plus en plus comme la seule réalité fondamentale. Vous voyez que par du nominalisme, déjà on se rapproche de thématiques qui nous sont un peu plus communes. Notre perception de la science, puisque Jean Grondin parlait de science de la modernité, elle est chamboulée. L'esprit nominaliste, il va permettre de grandes améliorations dans notre connaissance du monde. Cette révolution métaphysique, ça va permettre une révolution, la révolution copernicienne, hein, une révolution humaniste. Donc, on voit bien que cette révolution de la science moderne, elle n'est pas détachée donc d'une conception chrétienne. Elle se rattache à la conception nominaliste, à la conception occaniste, et cette conception finalement religieuse d'un Dieu omnipotent. Elle instaure un désengagement pour étudier les réalités physiques, désengagement parce qu'on fait abstraction de ce qui faisait le cœur de la pensée, disons, d'Aristote et de Thomas d'Aquin, la pensée sur les causes. Les objets ont une cause. Hein, il y a une cause dans les objets. Hein, on parlait de causes, des choses justement qu'on n'apprend plus au lycée, des causes formelles, des causes matérielles, des causes efficientes, des causes téléologiques. Aujourd'hui, dire qu'un ballon de football a pour cause cause téléologique, d'être frappé ou d'aller, voilà, c'est quelque chose qui
quel est le but d'un ballon de football, quel est le but d'un être humain, tout ça, c'est plus vraiment entendable. Donc, les succès concrets que j'évoquais là, en physique, en astronomie, en médecine, leur applicabilité, la façon dont ils s'appliquent parfaitement dans notre monde moderne, ils ont un impact considérable dans l'amélioration de nos vies quotidiennes et de notre connaissance du monde, et c'est tant mieux. Mais à quel prix? La science, elle va se couper, et j'insiste un peu là-dessus, de la recherche d'un ultisme mécanique, d'un ultime mécanisme de la causalité dans les choses elles-mêmes, qui était présent dans une perspective réaliste. Il est difficile aujourd'hui de parler, par exemple, d'arguments cosmologiques, ontologiques en faveur de l'existence de Dieu. Cette science d'inspiration nominaliste, c'est notre quotidien. Elle engendre une perte de sens ultime et un rejet de l'abstraction au profit de ce qu'on appelle l'empirisme. Et Benoît XVI, puisque on parlait de Benoît XVI, il soulignait que dans son fameux discours de Ratisbonne, que la conception, je le cite, que la conception moderne de la raison, elle repose sur une synthèse entre le platonisme, cartésianisme donc, et l'empirisme, confirmé par le progrès technique. Donc pourquoi on présuppose, dit-il, la structure mathématique de la matière, sa rationalité interne, qui permet de l'utiliser et de la comprendre dans sa forme efficiente. Seule la forme de certitude, résultant de la combinaison des mathématiques et des données empiriques, autorise à parler de scientificité. Donc, nous sommes pourtant plongés dans notre bain de modernité. On navigue dans la science moderne de seconde en seconde, et pourtant, on n'a pas l'impression de propager une conception nominaliste médiévale. On a l'impression d'être moderne, on est détaché de l'ancien monde et de ses querelles sur le sexe des anges. Mieux, nous avons l'impression qu'une conception métaphysico-religieuse opposée à notre nominalisme quotidien, si on avait une vraie, disons, conception métaphysico-religieuse comme on se l'imagine, comme on la fantasme, ça nous empêcherait de bénéficier des acquis de toute la science moderne. Mais qu'avons-nous pour étayer cette opinion? N'est-elle pas qu'un préjugé? Et je pense que ce préjugé existe. Je pense que c'est aussi Benoît XVI, toujours dans son discours de Ratisbonne, qui disait que la théologie a été séparée du monde académique. Elle ne le couronne plus comme c'était le cas avant. Il est possible de remédier à cet état de fait sans porter atteinte au succès et aux découvertes qui ont été engendrées par une conception scientifique qui repose sur ce qu'on appelle le pragmatisme. Voilà. Et je pense que c'est en bonne voie. Il y a beaucoup de philosophes, notamment aux États-Unis, qui s'attachent à montrer qu'il n'y a pas de contradiction logique entre le réalisme métaphysique et nos connaissances scientifiques qui sont les plus abouties et avancées. Alors je voudrais parler d'un autre aspect qui nous plonge dans ce bain de la modernité, qui est évidemment l'aspect un peu plus artistique. Et je voudrais vous dire que le nominalisme, il a toute sa place dans l'art. Et si vous n'en êtes pas convaincu, je vous propose de visiter le musée d'Orsay. Parce que dans un royaume des idées, où il n'existe que des réalités individuelles, l'abolition progressive des catégories objectives au profit de l'émergence de cette subjectivité, elle semble inéluctable. Comment ne pas comprendre dans cette perspective l'émergence, au XIXe siècle, du romantisme, du sentiment personnel dans l'opéra ou de l'impressionnisme en peinture? Je dis ça tout en étant évidemment passionné d'opéra, en visitant très fréquemment le musée d'Orsay et m'intéressant beaucoup à la peinture à partir du XIXe siècle. Mais il faut bien voir que ce sont finalement des conceptions qui sont très, très fortement influencées par le nominalisme, bon gré mal gré. Je m'attarde un peu sur l'impressionnisme. Les historiens de l'art, vous savez, ils vous disent l'impressionnisme, ça naît après l'invention de la photographie,
Donc on essaye de se détacher ainsi d'une obligation réaliste. C'est une interprétation que vous entendez fréquemment. Je dirais oui, évidemment, hein, mais le cadre le plus général, c'est celui du triomphe de l'individu qui peut interpréter à sa guise sa perception de la réalité et la communiquer. C'est l'émergence, tout au long du XIXe siècle, de la figure de l'artiste qui va montrer toute sa palette de sensibilité en se détachant de la forme. Et cette route artistique, elle avait déjà commencé dès le Moyen-Âge, puisque quelqu'un, enfin le Quattrocento, vous voyez, en Italie, vous avez Léonard de Vinci qui va vous dire que les contours n'existent pas dans la nature. Vous voyez, on a déjà un flou artistique. Et c'est la technique du sfumato. Et si on peut se dire que si les objets n'ont pas de forme certaine, les contraintes artistiques pour peindre une table, un paysage, elles vont devenir artificielles, tôt ou tard. Et je pense que c'est ce qui est arrivé au XIXe siècle, tôt ou tard. C'était plutôt tard. L'exemple de l'impressionnisme, il n'est pas là pour affirmer que les peintres de cette école, ils se détachent de toute quête métaphysique. Vous savez que Van Gogh, évidemment, a été marqué par la religion. Il est pas Monet aussi. Vous savez, si vous pensez, justement, en visitant le musée d'Orsay, si vous allez voir des tableaux, la cathédrale, il a peint à différents moments la cathédrale de Rouen. Donc, il y a quand même un intérêt pour ces questions métaphysiques. Mais on ne peut pas non plus dire, et je ne dis pas que Monet ou Van Gogh, par exemple, ils s'intéressaient d'une quelconque façon au nominalisme. En fait, ils glissaient sur un toboggan, ils étaient plongés dans un bain. Leur interprétation de la réalité, elle ne semble plus profondément contrainte par des critères objectifs et une interrogation sur la nature des choses et des causes. La réalité, elle devient passagère, elle devient fluctuante, elle est captée par le sujet, et elle est captée différemment par un autre, sans point de repère objectif. À partir de là, vous avez le XXe siècle, l'apparition de l'abstraction, qui me semble assez inévitable, dans tous les domaines. Qui dit abstraction et art contemporain, va dire subjectivité, importance du sujet, ressenti, et comment expliquer l'abstraction? Il faut l'expliquer, donc triomphe du commentaire. Et moi, ce mot de commentaire, ça renvoie à ce qui est au cœur du nominalisme et de la modernité occidentale, c'est le mot. Autrement dit, la façon dont notre langage façonne notre réalité quotidienne. Ce qui peut sembler innocent, choisir un mot plutôt qu'un autre, arrive à bouleverser notre représentation du monde. Et c'est une leçon majeure de la philosophie. C'est une leçon majeure qui explique l'intensité des débats au Moyen-Âge et pourquoi aujourd'hui il commence, je dirais, il regagne en intensité sur cette question fondamentale. Parce que derrière un mot se cache un enjeu. D'abord, choisir un mot, c'est courir le risque de ne pas se comprendre et donc de ne pouvoir réellement entrer en dialogue, même avec soi-même. Voici comment le formule un philosophe thomiste pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Edward Feser. Lorsque Platon, Socrate, Aristote parlent d'une table rouge, selon la philosophie nominaliste, donc, ils ne parlent pas du même rouge. Toute idée de communication devient absurde. En poussant le raisonnement jusqu'au bout, nous dit Feser, vous n'utiliseriez jamais le même mot plus d'une fois en vous parlant à vous-même, mais seulement des mots qui se ressemblent. Dans ce cas, qu'espère accomplir le nominaliste en nous parlant? Parce que si au final, seul compte la subjectivité individuelle, c'est ton choix, donc c'est ton droit, en réalité, on ne dialogue pas, on fait part de notre monologue à quelqu'un. Chacun est chez soi. Au-delà, l'enjeu est un enjeu de pouvoir, parce que préférer la subjectivité qu'on attribue à un nom, ça revient à s'arroger un pouvoir sur l'autre. C'est le tromper, c'est le manipuler, c'est lui dire ce qui me convient, que cela soit réel ou non. Autrement dit, le flatter.
C'est un point sur lequel insiste donc Joseph Pieper, un philosophe thomiste lui aussi. Et cette flatterie, elle s'opère également pour soi. Je m'arroge le droit, souvent à mon insu, de ne pas tirer toutes les conséquences de ma réflexion en en obscurcissant les termes. On perçoit le pouvoir enveloppant la connaissance. Vous savez, il y avait Francis Bacon qui disait, pas le peintre, qui disait « Knowledge is power ». La connaissance, c'est le pouvoir, c'est la puissance. Le nominalisme, il flatte et il tente une tendance profonde de notre être qui est de détacher la vérité de notre soif de connaissance, cette soif de connaissance que nous avons tous. On voit à quel point le nominalisme et in fine notre modernité, ils aboutissent à se détacher peu à peu, bon gré mal gré, du projet chrétien. D'abord parce que la modernité, elle ne place plus au centre de la foi un acte de la volonté, volonté de croire à une réalité objective, mais une sensation, un sentiment, un ressenti. La foi, c'est une sensation, un sentiment, un ressenti. C'est pas l'acte de volonté. C'est pas je veux croire à une réalité objective. J'ai la sensation que Dieu existe. Le relativisme arrive dans la roue. Si moi, je me définis sans mesure, le monde est à ma mesure, l'objectivité, des choses qui ne dépendent pas de moi, tout ça, ça s'éloigne. Donc en fait, le nominalisme, modernité, il est délié de ce qu'on disait, le logos, la raison, hein, le sens, il est délié du logos, de la vérité. Il va rejoindre le projet sophiste tel que décrit par Platon. Ça rappelle évidemment la formule de Camus. Vous savez, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Tout le monde la répète. Ça rappelle la vision d'Orwell dans 1984. Et évidemment, hein, la guerre, c'est la paix. Voilà, changer le sens des mots, changer leur contenu. Mais je pense plutôt, avec toutes ces citations, plutôt à quelque chose qui est moins connu ici en France, qui se retrouve dans Alice au pays des merveilles, donc dans un dialogue entre Alice et Humpty Dumpty. Et Humpty Dumpty va lui dire, quand j'utilise un mot, il signifie exactement ce que je choisis de lui donner, ni plus ni moins. Alice répond, la question est de savoir si l'on peut faire en sorte que les mots signifient autant de choses différentes. Et Humpty Dumpty répond, la question est de savoir qui doit être le maître, c'est tout. Vous voyez l'enjeu des mots. Et le XXIe siècle, il abonde en exemples illustrant ces liens entre mots et pouvoir. La redéfinition dans beaucoup de pays occidentaux du mariage, non plus comme une institution dont l'essence, on parlait de cause téléologique, hein, et dont l'essence est d'unir un homme et une femme à des fins de reproduction, mais le mariage est vu comme une simple union contractuelle entre deux personnes, y compris lorsque par nature elles ne peuvent pas engendrer. Tout ça, ça résonne avec le nominalisme. Vous savez qu'en France, le législateur a contesté l'existence du mariage comme une réalité objective. Je pense à la décision du Conseil constitutionnel qui écrit dans un de ses considérants sur le mariage de même sexe, il écrit le mariage serait donc il rejette la conception, l'argument selon lequel le mariage serait naturellement l'union d'un homme et d'une femme. Il le dit explicitement dans un de ses considérants. Donc pour le Conseil constitutionnel, le mariage, c'est plus une institution qui est liée à la reproduction des êtres humains. Le mariage peut être une fin en soi. Et on est totalement détaché de la pensée médiévale de Thomas d'Aquin, et finalement, chaque être humain peut devenir une fin en lui-même. Le droit moderne, il est donc symétriquement opposé
au droit ancien. C'est ce qu'écrit un professeur de droit public qui est partisan de la loi sur le mariage pour tous, à ce qu'on appelle la loi pour le mariage pour tous. Il dit, il souligne une rupture entre le droit ancien et le droit moderne qui va émerger à partir de Guillaume d'Occam. Voici ce qu'il dit. Il dit, en refusant de prêter à la nature une quelconque finalité normative, ce qu'il appelle une expression un peu bizarre, le droit naturel moderne promeut une vision conventionnaliste de la famille en tenant le droit pour l'instrument conçu librement par des individus réputés égaux. Parmi ces instruments figure le mariage qui sera réputé non pas comme une institution objective, mais comme un contrat. L'homme étant une fin en lui-même, Dieu n'est plus la source de la loi morale et la fin de toute chose. Le droit n'apparaît plus contraint par une réalité objective, mais par des rapports de force mouvants dont l'appréciation est subjective, arbitraire. Le danger fondamental, c'est que tout en s'efforçant de maintenir par un lourd jargon, et c'est un étudiant de droit public qui vous parle, les apparences d'un raisonnement logique, déductif, rigoureux, notre philosophie du droit, elle ne repose plus sur la raison, mais sur des états de fait, de la conjoncture, de la subjectivité, de l'arbitraire. Cette métaphysique moderne entre les mains d'un juge, elle est effrayante. Qu'est-ce donc qu'un être humain, alors, dans notre système judiciaire, puisqu'il n'est plus une essence? C'est finalement un organisme vivant qui est lié à une décision subjective et mouvante à la merci des idéologies. J'évoquais la loi Veil qui a autorisé l'avortement des handicapés mentaux jusqu'au terme de la grossesse, uniquement parce qu'ils sont handicapés mentaux. Tout cela, ça montre avec quelle facilité on glisse jusqu'à la chute finale en s'élançant du haut d'un toboggan nominaliste. Et par un effet paradoxal, alors que notre époque s'appuie de plus en plus sur les droits de l'homme, le droit moderne, il s'éloigne de la conception du droit naturel sur laquelle reposaient les déclarations américaines et françaises du XVIIIe siècle. Vous savez, la déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, elle évoque des droits inaliénables reçus du Créateur. C'est dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. Même la déclaration d'août 1789 dit, alors même si c'est probablement fait dans la précipitation pour s'attirer le soutien d'une partie du clergé, que les droits sacrés qu'elle va énumérer, donc dans le préambule, il est dit que tout cela se fait en présence et sous les auspices de l'être suprême. Donc, vous voyez déjà une formulation qui est marquée par le XVIIIe siècle, la conception déiste. Cette reconnaissance d'un créateur, elle a pour conséquence d'offrir une garantie en fait, contre l'arbitraire. Mais en contraste, pour vous montrer en 1948, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on fait silence sur un créateur ou sur un être suprême. Il y a eu une pression des soviétiques notamment. Alors, d'où proviennent la dignité humaine et les droits inaliénables de chaque être humain que promeut la Déclaration universelle de 1948? Et Pie XII, lui, il va identifier cette dangerosité de ce mouvement de pensée et il va le dénoncer. Il faut, selon lui, c'est ce qu'il dit, je le cite, aller jusqu'à la reconnaissance expresse des droits de Dieu et de sa loi, tout au moins du droit naturel, fond solide sur lequel sont ancrés les droits de l'homme. Vous voyez, toujours la même chose. La question est de savoir qui doit être le maître. C'est tout. Alors, en conclusion, pour reprendre le titre d'un livre qui, moi, m'a fait un peu découvrir toute cette querelle, toute l'intensité de cette querelle, c'est un livre de Richard Weaver qui s'appelle Ideas of Consequences, qui est paru au sortir de la Seconde Guerre mondiale, en plein stalinisme, et il faisait le constat de l'influence nominaliste sur nos vies quotidiennes.
Et il a appelé ça donc les idées ont des conséquences. Les idées ont des conséquences même, et surtout quand nous ne savons pas que nous partageons et que nous propageons ces idées. La modernité occidentale, elle apparaît moins comme une période temporelle finalement que comme un état d'esprit, comme une représentation du monde. La modernité, elle chasse la pensée thomiste, où l'homme a des obligations qui découlent de sa nature, obligations données par un législateur suprême. Le nominalisme, par son pragmatisme et sa contestation profonde des réalités métaphysiques, il a été et il continue d'être un puissant carburant intellectuel. Ce mouvement, dont j'ai cherché ici à retracer uniquement ce qu'on peut appeler la vulgate, hein, il a permis indirectement de grandes avancées dans notre connaissance du monde, dans le développement de la science. Donc, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain de la modernité, avec sa source nominaliste. Benoît XVI, d'ailleurs, le soulignait. Il disait « Nous reconnaissons sans réserve la grandeur du développement moderne de l'esprit. Nous sommes tous reconnaissants pour les vastes possibilités qu'elle a ouvertes à l'homme et pour les progrès en humanité qu'elle nous a donnés. » Toutefois, il a engendré des constructions fragiles. La science, telle que perçue et encensée aujourd'hui, est en grande partie le reflet de cette conception métaphysico-religieuse médiévale. Mais elle donne l'impression d'être l'instrument servant à se libérer d'une emprise religieuse et d'un discours métaphysique. Devenue temple de la subjectivité et de l'individu roi, la modernité semble une cathédrale au pied d'argile. Les mots perdent leur sens et s'appuient sur une vision au mieux partielle de la réalité. Puisque nous sommes dans ces temps de carême, vous savez, dans son Jésus de Nazareth, Ratzinger, il va synthétiser les tentations de Jésus au désert comme, je le cite, « mettre de l'ordre dans le monde par soi-même, sans Dieu, ne compter que sur soi, n'admettre comme réel que les réalités politiques et matérielles en écartant Dieu comme illusion. » Pour Ratzinger, la tentation, je le cite encore, se présente aussi avec la prétention du vrai réalisme. Le réel est ce qui se constate, le pouvoir et le pain. En comparaison, dit-il, les choses de Dieu apparaissent comme irréelles, comme un monde secondaire dont on n'a pas vraiment besoin. Une perception accrue d'une crise au sein de notre modernité est alors mieux compréhensible. Oui, la modernité est perpétuellement en crise de notre sentiment, de c'était mieux avant. Nous nous dirigeons vers les conséquences extrêmes et prévisibles dès le Moyen-Âge d'une représentation nominaliste du monde. Le sentiment de déconstruction et de déliquescence de ce qui était la société occidentale se renforce. Le refrain du « c'était mieux avant », il est installé, il est incontournable, il est presque, j'ai envie de vous dire, consubstantiel à notre époque. Alors, on sait que les civilisations sont mortelles, et la modernité aussi, elle pourrait l'être, en s'épuisant à virevolter dans un cul-de-sac flatteur. Je dirais que sa contestation, si on veut la contester, elle ne peut se faire sur un socle disant simplement « c'était mieux avant »,« je ne veux pas mourir » ou encore une minute, monsieur le bourreau. Le fondement, ça doit être une conviction métaphysique de la réalité, reposant sur le logos et sur la vérité. Cette conception, elle repose sur une démonstration qui, et c'est peut-être le plus dérangeant pour la modernité, elle tient moins de la foi que de la raison. Tout au long de son œuvre, Thomas d'Aquin insiste « Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. En lui seul, nous pouvons trouver la source de notre bonheur. » Cette contestation fondamentale de la modernité, si elle réussit, prendra du temps. Elle prendra probablement des siècles. La contestation devra également trouver un moyen de prolonger les acquis artistiques, techniques, scientifiques et même philosophiques de la modernité. Nous errons depuis le Moyen-Âge dans ce désert tentateur de la modernité, pour le meilleur et pour le pire. Je pense pouvoir dire que nous avons été et nous serons longtemps modernes. Je vous remercie.